Comme vous voyez, à objectif RER métropolitain, nous sommes bons joueurs, car il y avait eu une loi qui avait prévu une conférence sur le financement des SERM. Or, finalement, on a une conférence Ambition France Transport qui parle de tout, y compris des SERM. On aurait pu se dire quelle dilution et du coup bouder un tel événement. Au contraire, c'est pas notre genre de bouder. On est plutôt du genre enthousiaste, on est plutôt du genre à retenir le bon et à souffler sur la braise et sur l'élan qui a été donné depuis la fin 2022 et que notre association tente d'accompagner, de stimuler depuis sa naissance. Pour introduire cette journée, je donne la parole à notre président et porte-parole, Jean-Claude Degan. Mesdames, Messieurs, merci donc à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris, dans ce lieu symbolique des villes et des territoires de France, porteurs de leurs aspirations, porteurs aussi des contradictions qui peuvent exister dans notre pays entre le pouvoir central et le pouvoir local. Ce lieu symbolique est donc bien à la hauteur des enjeux des 10 semaines de conférences sur les mobilités auxquelles l'État et le législateur d'abord nous invitent en ce deuxième trimestre 2025. Je vous souhaite donc la bienvenue au nom d'Objectif RER Métropolitain, qui fédère les acteurs engagés sur les projets de RER ou de SERM. Nous mettons un trait d'équivalence, un signe égal entre les deux. Donc ces acteurs, collectivités, sociétés civiles, professionnels et experts. Je vous propose que nous fassions de ce temps de rencontre aujourd'hui un moment qui permette de faire progresser la trentaine de projets RER dont nous parlons aujourd'hui dans notre pays. Alors ces projets, on en parle depuis plusieurs décennies. On en parle depuis le vote consensuel de la loi SERM qui a été promulguée le 27 décembre 2003. Et puis, naturellement, l'engagement d'une centaine de grandes collectivités de notre pays dans ces projets, les régions, quasiment toutes, et bien sûr les grandes métropoles, mais les bassins de mobilité. Donc s'il y avait une bonne nouvelle à retenir de l'année 2024, nous avons tenu notre assemblée générale ce matin, et bien ce sont ces 26 projets qui ont été pré-labellisés, donc qui ont dépassé toutes les attentes, et ce qui veut dire que voilà, c'est pas quelque chose de factice, c'est pas quelque chose de conjoncturel, ça renvoie à une attente profonde de notre pays, et j'en profite pour dire qu'il y a encore quelques sites, vous voyez, ils sont en jaune sur la carte, qui sont en attente. Alors, nous parlons de quoi avec ces projets ? Nous parlons naturellement du droit à une mobilité différente dans nos territoires. Le droit au transport de la LOTI, de 1982, devenu droit à la mobilité et sur l'ensemble de nos territoires, naturellement, mais donc en particulier les territoires peuplés, les territoires périurbains, les territoires périphériques. Nous parlons de mobilité durable, nous parlons de transport public. Donc c'est, je crois fondamentalement, effectivement, que les solutions de mobilité dont on parle, ce sont les solutions de mobilité intelligentes de la civilisation numérique dans laquelle nous sommes entrés. Donc vous voyez, on parle d'une grosse affaire. Alors on parle bien sûr de pouvoir d'achat. On sait que la voiture, elle s'est renchérie, et l'achat du véhicule électrique, c'est une sacrée affaire pour les ménages. On parle de décarbonation de nos déplacements. On sait que les déplacements les plus émetteurs sont les déplacements des périphéries. Et donc, si on veut réellement engager la décrue des émissions, eh bien, il faut s'occuper de nos dossiers de transport des périphéries.
hein. On parle de compacité urbaine. Alors on est ici dans une ville qui a lancé le concept du ville du quart d'heure. C'est bien de compacité du territoire, de restructuration du territoire dont on parle. Donc on parle, oui, Laurent, de projets enthousiasmants qui correspondent aux besoins diversifiés de nos concitoyens, des projets, on l'a vu, portés par les collectivités de notre pays. Donc, c'est naturellement de ferroviaire dont on parle, de ferroviaire de volume. Et nos voisins, allemands, suisses, italiens, espagnols, ont avancé parfois plus que nous dans ce domaine-là. Donc c'est du cadencement, des services continus de la première heure du matin à la dernière heure de la soirée, des services qui traversent nos territoires, des gares qui deviennent traversantes. Alors, on parle naturellement, donc bien sûr, d'axes lourds, mais on parle de couverture du territoire. Donc, pour couvrir le territoire, eh bien, il faut mobiliser tous les modes de transport qui existent et qui peuvent fonctionner en articulation bien pensée avec l'ossature que constitue le ferroviaire. Donc, on parle d'intermodalité, on parle de multimodalité. Le vélo dont on parle avec les Sermes, c'est un vélo qui rabat sur les gares, donc dans le périurbain, profond, urbain, rural, et donc un vélo qui démultiplie les aires d'influence des gares. Donc le vélo, c'est sans doute le deuxième souffle du vélo, c'est sans doute en liaison avec les Sermes. Et pour la rentabilité de nos projets, on s'interroge beaucoup, effectivement, quelle est l'adhérence des gares à la population. Avec le vélo, on répond aussi au sujet. Donc c'est un changement important, tout cela, de braquet, et un changement de paradigme, comme on dit, pour les politiques de mobilité dans notre pays, qui doivent être résolument articulées autour des mobilités du quotidien. Je me présente, Jean-Louis Dalibert, SOS Gare. Je suis président d'une association qui regroupe des citoyens et des municipalités autour de Rouen, qui a été créée en 2018 et qui, depuis 2020, fait ses propres propositions pour le service express régional métropolitain rouennais. Donc, pour aller vite, le territoire concerné par le CERN, c'est 1 million d'habitants. Les collectivités, j'en ai parlé. Et les études ont montré que sur les 2,4 millions de déplacements par jour, 25% pouvaient être captables par le ferroviaire. Donc ça, c'est un élément important. Et là, je vous présente la carte de SNCF Réseau qui détaille l'étoile ferroviaire de Rouen à 5 branches. Autre remarque, tout passe par la gare Rouen-Droite qui est complètement saturée. Et si le projet de CERN donc, ne peut aller jusqu'au bout que s'il y a la réalisation de la nouvelle gare Saint-Sever qui, elle, se positionnerait sur la rive gauche de Rouen. On dirait quand on passe les diapos que nous avons un territoire qui est très largement occupé par la montagne, mais en fait, la partie plate en fond de vallée est très dense. Et c'est beaucoup moins peuplé que Rouen, on est de l'ordre de 258 000 habitants. Et en très forte croissance démographique, le SCOT prévoit qu'on pourrait accueillir jusqu'à 90 000 habitants supplémentaires d'ici 2040. On va passer à la diapo suivante. Quand on regarde l'aire d'attraction de Chambéry, on voit en fait que voilà, on dépasse les 260 000 habitants sur 115 communes et sur 3 départements. On va aller un peu plus loin. Ce qui est intéressant, ça c'est la carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un jour de pic de pollution. Alors j'aime bien la sortir, celle-ci, parce que vous retrouvez à peu près les cartes des 6 Sermes de la région. Et à Toulouse, ce qu'on a mis en valeur avec la grande étude, l'enquête de ménage qui a été faite, mais c'est nous qui avons poussé ce débat-là, c'est que si on regarde bien les chiffres, en fait les déplacements strictement à l'intérieur de Toulouse, c'est à peine 24% en voiture.
Alors que les déplacements entre Toulouse et la périphérie, ou à l'intérieur de la périphérie, là, c'est 70% en voiture. En fait, il y a deux agglomérations. Si vous faites un pot commun, vous dites, grosso modo, la voiture, ça fait 50%, la part de la voiture diminue un petit peu. Non, non. En fait, il y a une ville rose, une agglomérose. Il y a des endroits où il n'y a pas d'alternative à la voiture. Voilà la carte, hein, avec la zone littorale, l'étoile niçoise, sur quand même une densité de population très importante sur cette zone littorale. On estime à peu près 1 million de personnes, hein, qui résident, hein, donc qui est susceptible de prendre le train. Et donc on a quand même beaucoup de demandes à ce niveau-là, sachant qu'il y a aussi une saturation des axes routiers et autoroutiers, et que vous verrez qu'il y a une grosse problématique sur Monaco. Évidemment, Monaco, c'est très difficile de se garer, hein, et il y a beaucoup de résidents des Alpes-Maritimes qui travaillent sur Monaco. Il y a à peu près la moitié des salariés de Monaco qui ne sont pas sur Monaco. Et la moitié de ces salariés viennent en train. Sur Marseille, on a développé des cars express, ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Mais bon, pour l'instant, c'est des solutions qui vont s'attirer très rapidement. Donc il faudra impérativement aussi investir sur le ferroviaire et sur la ligne avec Marseille et sur pas mal d'autres lignes aussi. Et donc je pense qu'il faut qu'on pousse, nous aussi, les politiques et les techniciens via donc les infrastructures à développer tout ça, pour que en fait, nous puissions emprunter de la meilleure façon possible ces modes de transport que nous envions sur la région parisienne et sur Paris, évidemment. Mais je reviens à l'essentiel sur cette dernière idée des services express régionaux métropolitains. La boussole principale, c'est l'usager. Mais dans toutes les dimensions de l'expérience de l'usager, évidemment, la décarbonation de ses mobilités, mais également sa qualité de vie et la capacité de le faire participer de la meilleure façon, finalement, au développement des activités économiques, mais tout aussi bien sportives, éducatives, culturelles, etc. Et donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui les régions consacrent l'essentiel à ces contrats opérationnels de mobilité. C'est tout simplement parce que dans la vie quotidienne de, évidemment, nos habitants, de nos résidents, comme de nos visiteurs, eh bien, la mobilité a une place essentielle, vraiment essentielle. On a la chance à Tours d'avoir une étoile ferroviaire à 8 branches. Donc c'est un héritage évidemment du 19e siècle. Hein. Vous connaissez Saint-Pierre-des-Corps, implantation stratégique et avec une histoire ferroviaire très très forte. Donc en fait on a un maillage ferroviaire en Indre-et-Loire qui est très bon. Hein. Donc 90% des emplois sont couverts par le train, 85% des habitants. Et donc on a 46 gares qui maillent l'ensemble du territoire. Donc là, j'ai mis une carte un petit peu de la densité urbaine autour des points d'accès au train. Vous voyez que le train a créé en fait des corridors, des vrais corridors ferroviaires, et donc a dessiné l'armature urbaine du territoire. Donc en fait, l'aménagement du territoire par les mobilités, il est à l'œuvre en Indre-et-Loire depuis longtemps. La carte des flux, alors je vais assez vite, hein, simplement pour montrer qu'il y a beaucoup de flux quotidiens, évidemment, entre les communautés de communes et la métropole, hein, des flux aussi beaucoup en étoiles. Et on a un paradoxe sur le territoire, c'est qu'on a un très bon maillage ferroviaire, une très bonne densité ferroviaire, et pour autant un taux d'autosolisme très important. Voilà. Encore 90% des flux entre les territoires et la métropole se font en voiture individuelle. Donc, on est optimiste, hein, ça veut dire qu'on a un très bon potentiel de report modal. Là, vous avez un schéma de principe. En fait, l'idée, c'était de travailler un schéma de principe et un système global des mobilités à l'échelle de ce périmètre. Donc, les gains attendus, les objectifs, je vais aller très vite parce qu'on les retrouve dans beaucoup d'autres régions. Simplement insister sur les gains attendus qui ont été chiffrés. L'idée, c'est de pouvoir vérifier si ces gains
attendus sont vraiment vérifiés. C'est-à-dire si on a bien un doublement de la part modale des transports en commun et une réduction des gaz à effet de serre. Ça, on est en train d'essayer de le calculer avec le kilomètre porté et l'impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Alors, vous avez la carte du périmètre. Alors, il s'est un peu élargi à Vendôme, pour être tout à fait honnête. Vous voyez que c'est un périmètre assez important. Vous voyez bien les 8 branches sur cette carte. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'étalement urbain ? Et cette question-là, elle m'obsède. Et on a pris, avec Samuel, la ville de Dijon, qui est une des rares villes françaises qui n'a pas tartiné et qui a réussi depuis une trentaine d'années de travailler cette ville compacte que tout le monde appelle de ses voeux. Et comme en plus maintenant la ville de Dijon a donné un ministre de l'aménagement du territoire, on pensait que c'était vraiment intéressant de parler de cette ville d'une façon très... On ne va pas vous faire le REM de la région de Bourgogne, ce n'est pas du tout notre propos, mais c'est de regarder sur un point précis comment on peut développer cette idée de la ville compacte grâce au REM. Alors juste cette illustration pour dire, ça a aussi déjà été dit à plusieurs reprises aujourd'hui, que l'enjeu de décarbonation des mobilités, de notre point de vue, il passe beaucoup par l'échelle de la gestion alternative des échanges entre le vrai bassin de vie et les métropoles au sens administratif. Là. Je commente en 2 mots cette image pour dire que le territoire orange, il génère 70% des flux liés à la métropole, des flux du quotidien. La partie verte, ou les échanges entre la partie verte et la partie orange, c'est seulement 30%. Mais si on tient compte du poids kilométrique de ces 2 types de flux, les proportions s'inversent complètement. Et le orange ne représente plus que 20% du kilométrage parcouru. Donc, on va dire pour simplifier, de la consommation carbone. Et le vert devient 80%. Donc voilà, il faut travailler sur ces cernes dans, je le dis à un public convaincu, mais dans une logique de décarbonation des mobilités. On sait d'une part que 90% des Français ou habitants en France, peu importe, habitent à moins de 10 km d'une gare. Je trouve ça c'est cité par Gare et Connexion, c'est un truc de la SNCF. D'accord. Bon. 90%, 70% des Français vivent à moins de 5 km d'une gare ferroviaire. D'accord ? Bon. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens... Enfin, je vais le dire autrement. 5 km, c'est 3 fois rien à vélo. C'est 3 coups de pédale. Franchement, c'est 10 minutes. C'est rien du tout. Et 10 km, c'est parfaitement facile, faisable par n'importe quel citoyen à peu près musclé normalement. Enfin, c'est absolument des distances cyclables sans aucun problème. Et d'autant plus que, d'une certaine façon, il y a que à pied, on ne fait pas ce genre de distance pour aller prendre son train. On ne fait pas 5 km à pied, en principe, plus maintenant en tout cas, pour aller prendre son train. Et qu'à pied, la distance autour d'une gare considérée comme acceptable, c'est grosso modo 1 km, quoi, disons, quelque chose comme ça, d'après les sources que j'ai trouvées, mais ça correspond à l'expérience, en fait, en gros. Donc à pied, c'est très bien, mais ça remplit pas les trains, quoi. Voilà, bon. Il y a 43% de la population française qui vit en zone de moyenne densité. C'est une typologie qui vient du Shift Project, de cette histoire de moyenne densité. Et en fait, ces moyennes densités, c'est tout bêtement les banlieues éloignées et les villages qui sont un peu satellites, encore un peu plus loin, quoi. C'est-à-dire que la moitié de la population française vit dans ces zones-là. Voilà, et que donc tous ces gens-là sont à des distances à vélo très facilement, encore une fois, à condition évidemment que cela soit possible, et on y arrive. Donc il y a en France un vrai désir de vélo, un vrai potentiel énorme d'imaginaire du vélo, et une envie de vélo évidente qui commence à trouver des débouchés, je dirais, dans les principales grandes villes, en tout